Pierre Azou va nous parler des applications de rencontres selon une optique qui lui est tout à fait personnelle. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pierre est un doctorant en littérature française à l'université de Princeton, l'université particulièrement prestigieuse. Il s'intéresse dans ce cadre à la relation entre l'écrivain et à la figure du théoriste dans le roman et l'essai contemporain. Il pourra, le cas échéant, nous en parler davantage, notamment au moment des questions. Il est très présent dans un certain nombre de médias nationaux et applique la théorie mimétique en la mettant en relation avec naturellement d'autres pensées à des domaines contemporains. Il a par exemple récemment publié un article sur une analyse croisée des parcours croisés d'Emmanuel Macron et Éric Zemmour entre roman et politique. Il nous a fait aussi l'amitié de nous proposer quelques collaborations sur notre blog. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre a proposé un article, une conférence à la réunion de Cover 2024 qui se tenait à Mexico. Et cet article a été suffisamment apprécié pour qu'il lui soit donné le prix le plus prestigieux que cette institution délivre, qui s'appelle le prix Schwager. Pour des raisons, je crois, pratiques et techniques, il n'a pas pu prononcer cette conférence qui avait été préparée en anglais, naturellement, et il a accepté de nous la donner en français. Donc, c'est en quelque sorte une première, nous, les Français, les francophones, qui allons entendre cette conférence. Je ne souhaite pas prendre davantage de votre temps et je laisse la parole à Pierre. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette invitation. Donc comme vous le disiez, Jean-Marc, j'ai écrit ce papier pour la conférence Cover qui nous invitait à réfléchir d'une part au rôle des images dans la théorie de Girard et à faire le lien entre cette place des images et les crises du sens, hein. Crisis of meaning, c'était l'expression euh, de l'appel à communiquer, des crises du sens contemporaines. J'ai commencé à réfléchir d'abord donc à l'image, hein, et je suis tombé, je ne sais plus comment, sur ce passage de la sagesse de Salomon dans la Bible, que je cite: Dieu a créé l'homme pour l'impréternité. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Et ma première question en lisant ces lignes a été de savoir d'où venait l'envie du diable, puisqu'on nous dit que la mort vient de l'envie du diable, mais on ne nous dit pas dans ce passage d'où vient l'envie du diable. Qui ou quoi est-ce que le diable pourrait envier? Selon Aristote, l'envie est provoquée par une injustice, dans la perception d'une injustice, qui convient bien au diable, puisque le diable est aussi connu sous le nom de Satan, l'accusateur. La question est donc, quelle est cette injustice que Satan perçoit? Puisqu'il est immortel comme Dieu, il ne peut pas envier Dieu, il ne peut pas envier l'éternité de Dieu. Puisqu'il nous est ontologiquement supérieur, il ne peut pas non plus nous envier un attribut ou une possession qui lui ferait défaut. Par conséquent, l'objet de son envie ne peut être que cette relation que Dieu a établie avec nous plutôt qu'avec lui. Et c'est bien ce que nous dit Girard quand il nous parle de l'envie, puisqu'il écrit que l'envie subordonne un quelque chose désiré, qui serait ici l'éternité de Dieu, à celui, je continue la citation de Girard, à celui qui entretient une relation privilégiée
avec cette personne, qui serait donc ici nous. Ce qui est paradoxal, cependant, dans l'explication de Girard, et ça a été le point de départ de ma réflexion autour de l'image, comme nous y invite la conférence, c'est que cette relation privilégiée se manifeste comme supérieur que l'envieux perçoit, qui traditionnellement, dans la tradition philosophique, a été considéré comme son dérivé inférieur, le dérivé inférieur de l'être qui est l'image. Dieu a créé l'homme à l'image de sa propre éternité. Et à partir de cela, j'ai voulu donc réfléchir davantage à l'envie, au rôle à la place de l'envie dans la théorie de Girard, qui en fait n'est jamais vraiment étudiée de manière spécifique, puisque Girard l'a considérée comme, en tout dans mon son romantique et romanesque, je cite, guère plus qu'un nom traditionnel donné à la médiation. Il me semblait que dans l'œuvre de Girard, l'envie était partout et nulle part en particulier. Je me suis ensuite tourné vers Jean-Pierre Dupuy, qui a écrit ce grand livre, Le sacrifice et l'envie. Voilà donc un girardien qui, poursuivant la réflexion de Girard, s'est intéressé de plus près et de manière spécifique à l'envie, mais j'ai pas trouvé chez Dupuy un lien entre l'envie et l'image, qui était donc l'autre point sur lequel la conférence nous invitait à réfléchir. Or, l'image est inscrite dans l'étymologie du mot envie, puisque envie vient du latin invidia, qui est dérivé de videre, voir. J'en étais donc arrivé au point, j'ai essayé donc d'expliquer comment j'en étais arrivé à ce sujet, en fait, à partir de l'invitation de cette conférence. J'étais donc parti de l'image. J'en étais arrivé par l'image à l'envie et à me poser la question donc du rôle spécifique que l'envie pourrait jouer dans la théorie de Girard dès lors que il n'en propose pas une théorie particulière, puisque l'envie est reliée au désir mimétique de manière plus générale. Et donc le lien que je trouvais entre, enfin ce qui m'invitait à poursuivre cette réflexion, c'était le fait que dans l'envie, dans l'étymologie du mot envie, on trouve la vision, puisque envie est dérivé de videre, voir. Et ce qui me paraissait, ce qui me semble girardien dans cette étymologie de l'envie, c'est l'ambiguïté autour du préfixe in, qui peut signifier à la fois avoir soit un sens privatif, soit signifier ce sur quoi porte le regard. Et donc, si on suit la théorie de Girard, on peut comprendre que, en fait, in signifie à la fois temps et à la fois ce sur quoi porte le regard, puisque l'envieux serait celui qui ne voit pas son propre être, précisément parce que son regard est dirigé vers le manque d'être même, ce qui n'est constitué par rien d'autre que son regard, qui est donc l'image. Donc c'était ça en fait, c'était pour fixer en fait le point de départ de ma réflexion, cette espèce de lien possible entre l'image, l'envie et la théorie gérardienne. Et c'est à partir de cela que je voulais tenter d'éclairer une crise de sens particulière, une crise de sens contemporaine, qui serait celle de nos propres relations privilégiées, pour reprendre l'expression que je citais en commençant, nos propres relations privilégiées, à savoir nos relations sexuelles, affectives et romantiques. Cette crise a été mise en évidence par de nombreuses études sociologiques et de nombreux sondages euh, ces dernières années, ces derniers mois, notamment une étude de l'IFOP de février 2024 qui a fait couler beaucoup d'encre en France, qui rapportait que 28% des Français sexuellement initiés, c'est leur expression, âgés de 18 à 24 ans, n'avaient eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée, contre 5% en 2006. Pour la population adulte qui a plus de 24 ans, le chiffre est passé de 9% à 24%. Et de nombreuses autres études montrent une augmentation de la fréquence des séparations, ainsi que du nombre d'adultes vivant seuls. Ce qui est intéressant cependant, c'est que certains déplorent ces chiffres, tandis que d'autres soutiennent qu'ils reflètent une évolution positive.
on a moins de sexe, mais le sexe est meilleur, les relations se rompent parce qu'elles sont choisies et non pas subies, les personnes vivent de plus en plus seules, mais elles s'engagent dans des relations qui sont tout aussi riches que les personnes partageant leur foyer avec un partenaire, etc. Et de fait, d'autres sondages montrent aussi que la famille et le modèle du couple restent un idéal pour la majorité des Français. Donc on a là encore un nouveau paradoxe possible qui nous invite à comprendre la crise dans son sens originel et non pas dans le sens usuel du terme comme de quelque chose qui va très mal. Le sens étymologique du terme dérivé de krinein en grec qui signifie décider. Comme l'explique Edgar Morin, la crise, c'est le moment décisif qui, dans l'évolution d'un processus incertain, conduit à un diagnostic. Et donc la crise de sens des relations amoureuses et sexuelles aujourd'hui ne signifie pas qu'elles ont perdu tout sens, mais plutôt que leur sens est devenu généralement incertain, nous laissant à nous, individus, le choix de décider comment, si nous voulons ou non nous y engager. Et c'est ça qui m'amène donc au sujet titre de cette communication, les applications de rencontres, à travers cette œuvre dont je reprends le titre dans le titre de ma propre communication, La fin de l'amour, qui est un livre de la sociologue Eva Illouz, paru en 2019. En effet, cette incertitude et cette nécessité de la décision, c'est vraiment le point central de son analyse. Je la cite, le contenu, le cadre et les objectifs des contrats sexuels et affectifs sont désormais flous et constamment remis en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se réfère pas à Girard dans son effort pour comprendre les origines et les conséquences de cette incertitude, et cependant, son analyse est entièrement gérardienne. Donc, c'est ce que je voudrais montrer, c'est une première chose que je voudrais montrer. Et la deuxième chose que je voudrais essayer de faire ici, c'est de lier donc son analyse et la théorie de Girard à cette question par laquelle j'ai commencé, qui est celle de l'envie, du statut spécifique de l'envie dans sa relation à l'image. Et la raison pour laquelle l'œuvre de d'Illouz nous permet de trouver ce chaînon manquant entre ces deux pans de notre question, c'est parce que son cadre d'analyse est le même que celui de Jean-Pierre Dupuy, dont j'ai dit qu'il s'était intéressé à l'envie. Ce cadre, c'est celui de l'économie de marché libérale. Et en même temps, elle met l'accent, elle, sur la dimension visuelle qui manque à l'analyse de Dupuy. Donc, elle nous permet d'en arriver à l'image. Et c'est donc au terme de cette réflexion que je vais en arriver à cette tentative de théorie de ce que sont les applications de rencontres aujourd'hui, de quoi sont-elles le signe. Donc voilà le cadre posé. C'est bon, tout le monde m'entend maintenant? Oui, oui, c'est bien. Merveilleux. Alors, je commence donc avec cette idée de crise et cette façon de comprendre cette crise du sens à travers ce cadre du marché libéral, en essayant, avec Dupuy, de le relier à la théorie de Girard, au désir mimétique et à la médiation interne. La crise est vraiment le terme approprié ici, puisque ce sur quoi Illouz se concentre dans son étude, c'est le moment où quelqu'un décide de ne pas entrer ou de ne pas rester dans une relation amoureuse. Et elle appelle ça le choix négatif. Je la cite, le choix négatif consiste, au nom de la liberté et de l'épanouissement individuel, à refuser ou à éviter tout engagement, tout lien ou toute relation, ou à s'en retirer. Ça, c'est le premier point. Mais cependant, ce retrait des relations, ce moment où on évite la relation, pour Illouz, n'est jamais permanent, il n'est jamais absolu. Et la raison en est que il n'y a pas en fait de contradiction dans le fait que des relations continuent à se tisser malgré cette tendance à les éviter, puisque, comme le dit un autre sociologue, Gilles Lipovetsky, dans L'ère du vide, le couple contemporain est en fait aussi une façon de trouver un épanouissement individuel. Je le cite, les relations amoureuses sont l'expression parfaite de la passion individualiste pour la vraie vie, pour le libre épanouissement des inclinations et des désirs personnels. Donc les relations amoureuses deviennent, pour ce sociologue,
un mode d'expression de soi et d'affirmation de son autonomie, bien plus qu'un objet de reconnaissance. Et c'est donc pourquoi ce qu'Illouz constate, ce qu'elle rapporte, c'est une accumulation de relations de court terme qui commence avec l'autre comme une promesse d'épanouissement individuel, comme une promesse de réalisation de soi, et qui se terminent, qui trouvent leur terme dès lors que l'autre devient une menace à cette autonomie même. Donc c'est le même désir, en fait, qui conduit à commencer à débuter une relation et qui conduit à y mettre un terme. Et Illouz appelle donc cela des relations négatives, qui ne sont pas le rejet de toute relation, qui ne sont pas le refus d'entrer en relation amoureuse avec quelqu'un, mais l'accumulation de relations dans lesquelles, je la cite, l'autre est un autre absent au milieu d'un bourdonnement continu de multiples autres. Et cette citation me paraissait très intéressante parce que je crois que nous tous ici, girardiens, dans ce bourdonnement continu de multiples autres, où l'autre malgré tout est absent, euh, on ne peut pas ne pas reconnaître la double nature du désir que décrit Girard, qui est une force orientée vers le soi, qui néanmoins transforme l'individu en satellite d'un autre. C'est une citation de Mensonge romantique et vérité romanesque. Et plus précisément encore, cette dynamique que décrit Illouz évoque cette frontière entre solitude et communion qu'évoque Girard avec Kafka. Je cite Girard, parce que ces deux pôles de la vraie liberté, donc solitude et communion, sont également éloignés du soi, le sujet n'a aucune raison d'en élire un plutôt qu'un autre. Et il peut donc revendiquer l'un ou l'autre avec autant ou aussi peu de crédibilité. Et c'est donc d'autant plus vrai quand il s'agit de relations négatives, puisqu'on a vu que c'était la même impulsion qui présidait à leur début et à leur fin. Donc la dynamique de choix négatif et positif où lien et non-lien s'entrelacent, c'est une citation de Illouz, évoque bien, et là je cite Girard, le stade ultime de la maladie métaphysique, euh, dans laquelle l'être fasciné, parvenu au stade paroxystique de son mal, deviendra tout à fait incapable de s'en tenir à la pose originellement choisie et changera à tout moment de comédie. C'est une citation de Mensonge romantique et vérité romanesque. La question est donc de savoir comment nous avons atteint ce stade ultime de la maladie métaphysique, dont il semblerait que Illouz la constate aujourd'hui s'agissant des relations amoureuses. Pour Illouz, comme je le disais en introduction, la faute en revient à l'expansion de la logique capitaliste dans nos vies intimes. Je la cite, les rencontres sexuelles ont pris la forme d'un marché, instituant la compétition et l'accumulation sexuelle. Et dans la mesure où ce marché, comme elle le dit, est dérégulé du point de vue des codes éthiques et moraux, ce qui rend d'autant plus difficile la construction et le maintien d'une valeur stable, il peut encore plus aisément être compris à travers la médiation interne de Girard, puisque Girard nous dit que cette médiation interne triomphe, je le cite, dans un univers où les différences entre les hommes s'effacent peu à peu. On peut se rappeler aussi de la description qu'il fait dans La violence et le sacré du monde de la médiation interne, où il compare les hommes qui sont livrés à cette médiation interne à des objets indéfinis, des choses qui se heurtent les unes aux autres comme des cargaisons lâches sur le pont d'un navire secoué par la tempête. Euh, et on peut reconnaître dans cette description le processus de réification capitaliste qui nous permet donc de faire le lien avec le cadre de Eva Illouz. Alors je voudrais maintenant essayer de mieux comprendre comment justement les choses se passent sur ce marché, comment ces choses que décrit Girard fluctuent sur ce nouveau marché relationnel. Euh, donc, comme sur tout marché, la manière dont ces choses vont fluctuer va suivre euh, l'offre et la demande. Plus quelque chose est désiré et plus sa valeur augmente. Donc ça, c'est vrai de tout marché. Mais quelle serait donc la spécificité de ce marché dès lors qu'il s'agit de personnes qui entrent dans des relations amoureuses et non plus seulement d'objets? La spécificité de ce marché, à mon sens, c'est que ce qui est offert et ce qui est demandé, l'objet de la demande et l'objet de l'offre, euh, fluctue d'autant plus
que c'est aussi sur ce marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les individus se rencontrent pour se définir eux-mêmes les uns à travers les autres. Comme je le disais avec Lipovetsky, en entrant dans une relation, on se définit aussi soi-même. Ce que ça signifie, c'est donc qu'il n'y a pas de différence essentielle sur ce marché entre la chose qui est demandée et qui est offerte et la chose qui demande et qui offre. Le deuxième point, comme on l'a vu, c'est que sur ce marché, les individus sont libres de définir la relation de la manière qu'ils le souhaitent. Il n'y a plus ces cadres moraux, ces cadres prescriptifs qui leur disent ce à quoi doit ressembler une relation. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que le marché relationnel sexuel que décrit Illouz me paraît manifester la médiation interne à son apogée, puisque sur ce marché, chaque individu est à la fois un sujet désirant et un objet désiré, un médiateur et un obstacle à son propre désir, pour lui-même et pour l'autre. En tant que sujet désirant la relation, désigné par l'autre comme médiateur, il va s'orienter vers la communion qu'évoquait Girard, mais en tant qu'objet désiré, menacé par l'empiètement de la relation sur son autonomie, il va se tourner vers cette solitude dont on peut dire qu'elle est auto-médiée. Et donc vice-versa, et ce serait le mouvement sans fin de ce marché qui expliquerait ces relations négatives que décrit Illouz. Donc j'ai donc décrit Ouais. la manière dont fonctionnait ce nouveau marché amoureux, ce nouveau marché relationnel, à travers la théorie de Girard. Il faut faire maintenant, c'est essayer de comprendre le rôle plus particulier que l'envie va jouer sur ce marché et le rôle plus particulier que l'image va jouer sur ce marché. Pour essayer de répondre à ces questions, on peut s'en poser une autre de questions. C'est la suivante. Si le processus est vraiment symétrique, si vraiment les individus sont tout autant portés à nouer des relations qu'à y mettre un terme, pourquoi, comme le suggèrent les statistiques que j'ai citées en introduction, cette tendance se dessine, pourquoi on a cette tendance vers de plus en plus de solitude? Pourquoi on n'a pas un équilibre entre la solitude et la communion, pour reprendre les termes de Girard? Alors une explication possible, c'est d'en appeler à Girard à nouveau, puisque on sait que le désir mimétique conduit à la violence, qui bien sûr n'est pas propice à la communauté. Mais bien sûr, ça paraît un peu exagéré de décrire comme de caractériser de violence ce processus de non-choix que décrit Illouz. Le fait de quitter une relation peut être violent, mais il y a peut-être une exagération dans l'emploi de ce terme ici. Et c'est pourquoi l'envie me semble un meilleur terme pour comprendre justement ce qui est en jeu dans cette dynamique entre la solitude et la communion. Et c'est ici que on doit se tourner vers Dupuy pour le comprendre, puisque Dupuy a vraiment fourni cette analyse du marché libéral euh, qui est donc le cadre de Illouz, et il l'a compris avec la théorie girardienne. Donc je rappelle les grandes lignes de la théorie de Dupuy dans Le sacrifice et l'envie. Pour lui, le marché est la solution que les penseurs libéraux ont trouvée pour résoudre précisément la crise mimétique de la médiation interne, sans avoir à recourir au sacrifice religieux qui était la solution que décrivait Girard dans La violence et le sacré. Mais ce que dit Dupuy, c'est que ces penseurs libéraux ont omis de prendre en compte précisément l'envie, la puissance de l'envie dans la médiation interne. La définition que propose Dupuy de l'envie est la suivante. Il la décrit comme, je cite, la logique des enfants qui, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent avoir ce qu'ils désirent, préfèrent le détruire plutôt que de laisser leur rival l'avoir. Fin de citation. Il rejoint d'ailleurs ici des théories assez communes de l'envie, euh, qui se distinguerait de la jalousie par le fait que ce n'est pas le fait d'avoir l'objet qui compte, c'est vraiment le fait d'en priver la personne qu'on envie.
Alors, comment est-ce que cette envie telle que l'a décrit Dupuy s'insère dans ce marché libéral, hein, dominé par la médiation interne? Eh bien, l'envie s'y infiltre par la compétition, nous dit Dupuy. La compétition qui est inhérente au marché libéral. Puisque sur le marché libéral, on a deux solutions. Soit on entre en compétition avec les autres pour devenir le meilleur et obtenir les biens enviés, soit si on n'est pas un gagnant, euh, eh bien précisément on succombe à l'envie, puisque on envie ces biens que les autres, les gagnants, possèdent. Donc voilà comment l'envie s'infiltre dans le marché selon Dupuy. Alors, la solution que les penseurs libéraux ont trouvée, puisqu'ils avaient bien sûr conscience de ce problème, la solution des penseurs libéraux, c'est bien sûr la justice redistributive. On prend à ceux qui ont trop pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Et donc Dupuy va passer en revue les nombreuses théories libérales de la justice qui devraient permettre de dépasser, de régler ce problème de l'envie. Le problème, c'est que, bien sûr, pour ce qui est de notre sujet à nous, c'est bien plus difficile de redistribuer des personnes, des relations, que de redistribuer des biens, de la richesse. Et bien que ce soit de manière intuitive très difficile, ce qui est significatif et révélateur de justement cette tendance à concevoir les relations amoureuses de plus en plus sur le modèle du marché, comme le dit Illouz, c'est que malgré cela, il s'était bien trouvé des gens, des personnes pour esquisser ou pour proposer ce qui serait une certaine redistribution du sexe et des relations amoureuses avec cette idée que certains penseurs libertariens ou libéraux assez extrêmes de mettre à disposition des prostituées, par exemple, pour satisfaire les besoins sexuels de certaines catégories de la population. Donc on voit que ces idées sont discutées aujourd'hui, on pourra peut-être en parler davantage dans la discussion. Et donc ça prouve bien, encore une fois, le point central d'Illouz, que les rencontres sexuelles prennent de plus en plus la forme d'un marché, mais en même temps, on voit bien que ça ne marche pas, ces idées ne prennent pas dans la société pour une raison bien simple, qui est que les gens n'ont pas envie d'être traités comme des choses. Et c'est pourquoi la solution libérale au problème de l'envie ne fonctionne pas bien quand il s'agit des relations amoureuses. Et c'est pourquoi, dans le monde de la médiation interne, quand il s'agit des relations amoureuses, l'envie va vraiment avoir libre cours dès lors qu'on refuse toujours de recourir au sacrifice. Et là encore, c'est révélateur de justement cette difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui, que les discussions contemporaines autour du mariage et des relations sérieuses sur la durée tendent aussi de plus en plus à tourner autour de la question du sacrifice de soi. Les personnes qui prônent le mariage ou les relations amoureuses de longue durée vont mettre en avant la nécessité pour l'individu de sacrifier certains de ses plaisirs, de se sacrifier soi-même euh, au bénéfice donc de cette relation. Donc on voit comment la solution du sacrifice est elle aussi réinsérée. Ce qui prouve donc la thèse de Dupuy. Dans le monde de la médiation interne, soit on a le sacrifice, soit on a l'envie. Le nouveau problème auquel on fait face, alors sur ce nouveau marché des relations amoureuses, c'est que dans l'incertitude croissante que j'ai décrite, le sacrifice devient de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile de recourir à cette solution que proposait Girard à la médiation interne. C'est ce qu'explique Illouz, je la cite. Étant donné le désir de chaque individu de protéger son autonomie et son estime de soi, étant donné la vulnérabilité qu'implique le fait de s'exposer, la confiance dans la coopération de l'autre ne peut être donnée que si l'on croit que l'autre va nous la donner en retour. Donc on retrouve l'enjeu central de la réciprocité
dont on pourra aussi discuter davantage, j'espère. En tout cas, ce qui est important de noter ici, c'est que donc sur le marché amoureux, un individu ne va être prêt à se sacrifier que s'il sait avec certitude que l'autre acceptera et retournera ce sacrifice. Parce que si l'autre personne perçoit ce sacrifice qui lui est offert comme une atteinte à son autonomie, cela va aboutir à un rejet blessant pour le sujet qui se sacrifie. Or, dans la situation d'incertitude que décrit Illouz, dans un marché où les valeurs externes sur lesquelles pourrait se baser le sacrifice tendent à disparaître, ce sacrifice, comme je le disais, est de plus en plus difficile. Au moindre doute, plutôt que de perdre dans la relation, entre guillemets, il va devenir préférable de perdre la relation elle-même, de détruire la relation afin de préserver son autonomie et son estime de soi. Et donc la situation à laquelle on en arrive, qui à nouveau éclaire cette dynamique des relations négatives que décrit Illouz, c'est la suivante. Plus une personne désire être dans une relation, et moins il est probable, du moins dans l'esprit de cette personne, que l'autre va retourner ce désir au même niveau. Et plus il est probable donc que les deux finissent seuls. Un autre phénomène contemporain qui témoigne de ce problème et de cette tendance, c'est le foisonnement de publications de livres de self-help. Self-help qui témoigne de ce paradoxe et de cette situation où il devient de plus en plus difficile de s'engager dans une relation. J'en cite quelques-uns. How to be great at being, donc c'est des livres surtout américains. How to be great at being single, The Act of Being Single, How to Thrive in a World that Expects You to Settle Down, ou encore The Unexpected Joy of Being Single. Donc tous ces livres qui voudraient nous apprendre ou nous aider à vivre seul et à accepter le célibat. Mais de tous ces livres, quand on a lu Girard, on a envie de penser la chose suivante, qui est une citation de Mensonges romantiques et vérité romanesque. Ce ne peut être que l'une de deux choses. Soit ces personnes sont pures de tout désir métaphysique, soit ce désir les possède à tel point qu'ils en sont complètement aveugles et qu'ils ne voient même plus ce désir. Donc le fait même de vouloir être seul et d'accepter d'être seul et de considérer qu'on peut être successful, pour reprendre l'expression d'un des livres, euh, en étant seul, est en fait une révélation du désir métaphysique euh, que ces personnes enfin, refusent de voir. Euh, Et c'est précisément par là, donc avec ce refus de voir, ou cet aveuglement à l'égard du désir métaphysique qui nous possède tous, qui nous ramène à l'envie et à cette première signification du préfixe in, le préfixe donc privatif, l'envie comme privation de la vue, comme le fait de ne pas voir. Mais donc, à présent, en articulant Illouz et Dupuis, on peut enfin comprendre pourquoi, comme je le disais en introduction, cette absence de vue, ou ce refus de voir, ou cette impossibilité de voir, ou cet aveuglement, s'accompagne bien, en effet, d'une vue sur, ou d'un regard porté sur l'autre. Donc c'est mon dernier point avant d'en arriver aux applications de rencontre. Donc pourquoi est-ce que on a, avec l'envie sur le marché libéral, sur le marché des relations amoureuses, cette conjonction donc du refus de voir, de l'aveuglement, avec un regard porté sur l'autre? C'est ce que nous permet de comprendre dans un premier temps Illouz quand elle évoque le devenir des émotions sur ce marché relationnel. Elle nous dit que les émotions sont remplacées par des méta-émotions, qu'elle définit de la manière suivante. Ce sont des émotions qui sont provoquées par d'autres émotions dès lors que les sujets tentent de contrôler le processus, donc le processus amoureux, le processus relationnel, tout en vérifiant le flux et l'intensité de leurs propres sentiments. C'est-à-dire que donc les sentiments qu'ils éprouvent sont médiés par la réflexion qu'ils portent sur ces émotions mêmes
à partir des émotions des autres. Et cela, on peut le comprendre à travers le concept de Dupuy de spécularité ou d'effet miroir, qu'il décrit donc sur le marché libéral. Il nous dit que sur le marché libéral, l'amour de soi, la sympathie, l'amour de soi et la sympathie pour l'autre sont censés produire l'harmonie sociale en se reflétant mutuellement. On s'aime soi-même à travers le regard approbateur de l'autre, qui devient donc le spectateur de nous-mêmes, et on aime l'autre pour nous avoir fourni cet amour de nous-mêmes, cet amour de soi. Mais encore une fois, et j'en reviens au point précédent, le problème c'est que tout cela est bel et bon quand il s'agit d'objets, mais c'est plus difficile quand il s'agit de personnes. Puisque quand il s'agit d'objets, la sympathie devient indissociable de l'envie, puisque j'emporte l'approbation de l'autre en possédant l'objet que l'autre désire, ou en lui montrant que je possède cet objet de son désir. Et réciproquement, je vais désirer un objet uniquement parce que cet objet emporte l'approbation de l'autre, ou parce que cet autre nous montre qu'il emporte cette approbation. Et donc le problème quand il s'agit de personnes, c'est que la distinction entre objet et sujet du désir, comme je l'ai dit, tombe et va donc pousser à l'extrême ce jeu de miroir, qui devient un jeu de miroir incessant, qui est précisément celui des méta-émotions, dans lequel ce jeu, le spectateur externe, est finalement entièrement internalisé. Les individus se regardent constamment comme ils sont regardés et comme ils regardent l'autre, c'est-à-dire comme un objet. Donc sur le marché sexuel affectif, rechercher une relation, ça signifie, en définitive, chercher à posséder l'objet que l'on est. Donc c'est là le paradoxe et la contradiction au cœur, je crois, de ce nouveau marché affectif. J'en arrive donc, ce cadre étant posé, au dernier élément manquant de l'analyse, qui est l'image. Puisque je crois précisément que puisque cet objet qu'on cherche à posséder et que en même temps on est, n'existe que dans les projections de notre esprit, et dans la mesure où il est montré à l'autre pour susciter son désir, et ben je crois que précisément qu'on peut appeler cet objet euh, par son nom véritable, qui est précisément l'image. Les images seraient donc devenues le nouveau médiateur de nos relations amoureuses. Plus nous regardons les images et plus elles nous aveuglent, plus nous envions une relation avec l'autre et plus nous sommes enclins à détruire cette relation. À travers les images, l'envie en tant que regard porté sur l'autre conduit bien à l'envie en tant que aveuglement sur l'autre ou refus de voir l'autre ou impossibilité de voir l'autre. Alors Girard n'avait pas forcément prévu cette forme particulière de maladie ontologique, mais sa conclusion générale semble rester vraie. Je le cite, cela ne peut conduire qu'à la division, puis à la fragmentation, et finalement à la désintégration complète, qui serait donc cette tendance à la séparation par laquelle j'ai commencé. Alors bien sûr, même pour nous Gérardiens, cette conclusion peut sembler un peu trop apocalyptique, puisque bien sûr, toutes les relations sexuelles ne sont pas encore régies par le marché. La plupart offrent même un refuge contre les lois du marché. Je crois que c'est la manière qu'ont beaucoup de personnes de les concevoir. Mais c'est précisément là que, avec Illouz, on peut suivre la voie indiquée par Girard pour trouver sinon une désintégration complète, du moins une tendance inquiétante dans cette direction. Et c'est précisément là que les applications de rencontre, à mon sens, sont la manifestation de cette tendance. Mais donc pour comprendre comment elle fonctionne, comme je le disais en introduction, il faut ajouter ce dernier élément à la compréhension du marché sexuel affectif, du marché libéral des relations amoureuses, qui est précisément cette dimension visuelle. Puisque dans la thèse de Illouz, le capitalisme est arrivé à ce qu'elle appelle une phase scopique, une phase dans laquelle
la visibilité devient la chose la plus importante. Pour elle, la valeur sexuelle même est devenue aujourd'hui une question de visibilité, si bien que, je la cite, sexualité et consommation sont mutuellement mises en scène pour le regard et, je la cite encore, les corps sont transformés en unités visuelles transférables. Il y aurait donc une espèce de devenir image, pour emprunter l'expression de Deleuze, le devenir animal, bon, devenir image, sur le marché des relations amoureuses dominé par cette nouvelle logique capitaliste de la visibilité, qui serait donc peut-être l'équivalent de cette destruction physique dont parle Girard comme le résultat de la maladie ontologique. Et ce serait donc cela que la croissance des applications de rencontres, l'essor des applications de rencontres viendrait manifester. Je vous donne un chiffre assez parlant. Entre 2004 et 2023, le nombre de célibataires français qui les utilisent a doublé. Euh, D'autres chiffres aux États-Unis, je ne l'ai plus sous les yeux, pardon, mais c'est quelque chose de l'ordre de 48%, je crois, des célibataires d'une certaine classe d'âge qui ont utilisé au moins une fois ces applications de rencontre. Donc c'est vraiment devenu un phénomène de société. Et donc, il s'agirait de comprendre pourquoi elles sont la manifestation extrême de ce nouveau marché sexuel affectif dominé par la logique scopique. Donc c'est mon dernier point. La première chose à noter qui est évidente, hein, et que note Illouz, c'est que les applications de rencontres amplifient et intensifient ce régime scopique qu'elle décrit, puisque sur les applications, les utilisateurs d'eux-mêmes se transforment en images. Puisque sur les applications, on crée un profil, on choisit les images qu'on a envie de montrer aux autres utilisateurs pour susciter leur désir. Et ce profil va ensuite être mis en circulation par un algorithme qui suit la loi du marché, de l'offre et de la demande. Plus un profil est aimé, liké selon l'expression américaine, le fait pour un utilisateur de cliquer sur le bouton qui signifie que on est attiré par ce profil. Et si la personne dont on aimait le profil aime le nôtre en retour, alors la relation peut débuter. Donc, plus un profil sur les applications de rencontres est liké, plus il reçoit ce petit clic qui signifie l'attirance d'un utilisateur, et plus ce profil va devenir visible, plus ce profil va être montré aux autres utilisateurs. Le deuxième point, la deuxième dimension des applications de rencontres qui les intègre de manière évidente à notre cadre d'analyse, c'est qu'elles ont été conçues et qu'elles représentent un certain idéal de justice libérale. Donc, pour reprendre le cadre d'analyse de Dupuy. En effet, ce que permettent les applications de rencontres, c'est de faire tomber toutes les barrières physiques, monétaires et spatiales qui, dans le monde réel, entre guillemets, empêcheraient deux personnes qui potentiellement pourraient s'aimer de se rencontrer. Donc sur les applications de rencontres, chaque utilisateur a virtuellement accès à tout le monde, à tous les autres utilisateurs. Et la raison pour laquelle ça représente un idéal de justice, c'est que puisque donc tout le monde a accès à tout le monde, et il y a une égalité qui est censée être parfaite, et on n'a donc plus besoin de sacrifices pour, euh, pour, euh, pour trouver l'amour. Et il n'y aurait donc pas non plus de place pour l'envie, puisque tout le monde pourrait avoir accès à tout le monde. Alors bien évidemment, cet idéal n'est absolument pas atteint, comme l'ont montré beaucoup d'études sociologiques. La stratification sociale est en fait très aiguë sur les applications de rencontres. Des personnes d'une même classe sociale vont avoir tendance à entrer en relation les unes avec les autres bien plus qu'avec des personnes d'une autre classe sociale. Donc cette barrière-là n'est pas tombée. Euh, et finalement, plus il y a de circulation, et plus il y a d'obstacles, puisque, comme je l'ai dit, plus un profil est aimé et plus il va être visible. Cela signifie aussi que les profils qui ne sont pas beaucoup aimés vont être de plus en plus ignorés, vont être relégués
aux confins de l'application et ne seront vus par personne. Donc en fait, cet idéal de justice des applications de rencontre n'est absolument pas atteint, puisque au contraire, on a cette accumulation, cette thésaurisation du désir d'un côté, avec certains profils qui fonctionnent comme des espèces d'aimants à désir, plus ils sont aimés et plus ils sont aimés, et d'autres qui sont complètement ignorés, moins ils sont aimés, moins ils sont aimés. Alors finalement, les applications de rencontre ne fonctionnent au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire ne se développent, ne croissent, que dans la mesure où elles ne fonctionnent pas, c'est-à-dire dans la mesure où elles ne créent pas de relation. Parce que plus un profil est aimé, plus il est visible, et plus il va être également chargé de désirs conflictuels, et donc plus il va créer d'envie. Et plus il crée d'envie, plus les relations se détruisent, selon la logique que j'ai indiquée tout à l'heure, et plus les utilisateurs seuls vont revenir sur l'application pour l'utiliser en espérant trouver cette relation qui leur échappe. Donc plus les applications de rencontre fonctionnent et moins elles fonctionnent. Donc voilà le paradoxe des applications qui me paraît être une autre expression de ce paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est au cœur de ce nouveau marché amoureux, où c'est la quête même de la relation amoureuse qui conduit à sa destruction. Et donc, pour conclure en reprenant la, cette citation de la Bible par laquelle j'avais commencé, si Dieu nous a créés à l'image de son éternité, il semblerait que sur les applications de rencontre, c'est plutôt l'image qui est devenue le Dieu des utilisateurs, et leur éternité est plutôt celle de la croissance capitaliste de ces applications. Ou alors, et c'est la question sur laquelle j'aimerais terminer, la question que j'aimerais vous poser, on peut aussi considérer que sur ces applications, puisque chacun suit son propre désir ou ce qu'il croit être son propre désir autonome, tandis qu'en fait, ce désir est médiatisé par des images aliénantes, on peut considérer que les utilisateurs des applications de rencontre écrivent collectivement ce qui serait le roman romantique de notre temps, pour reprendre la citation de Girard, l'œuvre romantique qui, je cite, met en circulation une collection de symboles et d'images destinés non pas à la communion, mais à la séparation universelle. Et donc la question que j'aimerais poser pour finir, c'est de savoir si, il existerait un roman romanesque au sens de Girard, hein, qui pourrait mettre un terme à cette dynamique mauvaise du roman romantique, à cette dynamique du désir mimétique, hein, et donc plus spécifiquement de l'envie. Et ici, il est intéressant de se rappeler le titre premier que Girard voulait donner à Mensonge romantique et vérité romanesque. Le titre qu'il voulait donner, c'était L'incarnation romanesque. Donc, est-ce que par le roman, par un nouveau roman, ou même par des romans qui existent déjà, euh, une nouvelle incarnation pourrait être trouvée, euh, permettant donc des relations qui ne soient pas uniquement médiatisées par l'image et qui ne s'achèvent pas uniquement dans l'image. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je crois qu'il y a beaucoup de questions que j'ai moi-même, donc c'est pour ça que j'étais content de pouvoir vous présenter cette réflexion en cours, et j'attends donc de la part de vous qui êtes de meilleurs girardiens que moi, pour beaucoup d'entre vous, des questions pour préciser tout ça. Merci beaucoup. Merci Pierre de ta présentation. Tu nous as tenu par la main dans un raisonnement très, très élaboré, et c'est vraiment extrêmement stimulant et en même temps très inquiétant sur la conclusion quant aux applications de rencontre et ce qu'elles signifient. Alors moi, ma question, avant de laisser la parole à tous les autres, peut-être que certains pourront répondre à la question du roman romanesque.
qui nous indiquerait la voie pour nous sortir de cette impasse. C'est en définitive, par rapport à cette question de l'image et de l'envie, comment, si on prenait de manière caricaturale l'histoire des relations, tu situerais donc cet aboutissement actuel des applications de rencontres par rapport à ce qui aurait pu être historiquement le mariage arrangé, les petites annonces du chasseur français, les agences matrimoniales ou le libertinage promu par la révolution sexuelle depuis les années 1970. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment la première. Alors, il y a plusieurs grandes questions parce que j'ai conscience d'aborder beaucoup de sujets très, très complexes et j'ai bien conscience du fait qu'il y a beaucoup de choses à redire de ce que j'ai dit. Mais donc, sur ce point, c'est donc une première grande question, celle de, en gros, continuité ou rupture. Bien sûr, il y a un peu des deux. Il y a de la continuité, il y a aussi de la rupture. Et les mariages arrangés font bien sûr partie de l'histoire ou plutôt les petites annonces aussi dans les journaux font partie de l'histoire du développement des applications de rencontres. Donc les applications de rencontres ne sont pas quelque chose d'entièrement nouveau. Ça c'est évident. Euh, et finalement, pour moi, la question, pour reformuler cette question, en fait, n'est pas tant de savoir de déterminer la part de nouveauté et la part de continuité dans ce phénomène, c'est plutôt d'y voir la manifestation de phénomènes qui, comment dire, qui s'expriment dans d'autres sphères de la société. C'est pour ça que j'essaye de faire voilà, ce lien entre les applications de rencontres et le marché de manière plus générale, euh, et aussi le développement de l'individualisme, etc., qui sont bien sûr les grandes questions de Girard. Mais donc, il me paraît plus intéressant en fait, d'aller trouver dans les applications de rencontres des espèces de, comment dire, de- encore une fois, d'expressions extrêmes de phénomènes qu'on trouve par ailleurs dans la société. Euh, et donc, ce serait ça la nouveauté. Ce n'est pas dans le, comment dire, dans le dispositif lui-même que la nouveauté réside. C'est plutôt encore une fois, la portée à l'extrême de phénomènes plus généraux, dont les applications de rencontre ne seraient que la manifestation. Alors, j'ai conscience que c'est pas très clair, mais pour donner un exemple plus clair de ce que je veux dire, euh, une différence qui me paraît essentielle, c'est que le simple fait que il est désormais possible pour tout le monde d'utiliser ces applications. Le simple fait que tout le monde, ou presque, en tout cas tout le monde dans ma génération et dans les générations les plus jeunes, connaît l'existence de ces applications et sait que c'est un recours possible, disons, pour nouer des relations amoureuses, suffit, je crois, à modifier la perception des relations amoureuses, même en dehors des applications. C'est-à-dire deux personnes qui vont se rencontrer de manière, disons, traditionnelle, enfin en dehors des applications de rencontre, vont tout de même avoir cette conscience de l'existence des applications de rencontre, de la possibilité pour leur conjoint ou pour la personne qu'elles ont rencontrée de se tourner vers cette application pour avoir donc cette disponibilité d'autres personnes potentiellement. Et je crois qu'en fait, voilà, la manière dont les relations se nouent sur les applications de rencontre vient, dans un premier temps, on peut considérer qu'elle vient polluer la manière dont les relations se nouaient jusqu'à maintenant. Mais je crois plutôt en fait que c'est précisément parce que les relations avait tendance à se faire de plus en plus par la médiation de l'image et en mettant en jeu l'envie, que les applications de rencontre ont été inventées en fait et qu'elles se sont insérées dans ce nouvel état de choses. Vous voyez enfin, la manière différente que j'ai d'aborder la question de la nouveauté de la rupture. Je sais pas. Tout à fait, merci. Encore une question, parce que je sais que c'est un sujet que tu as abordé. Est-ce que certaines applications de rencontres prétendent de pouvoir introduire dans leur fonctionnement l'intelligence artificielle?
Oui, alors c'est très intéressant, oui. Alors deux choses. Un autre élément qui répond pas directement à ta question, Jean-Marc, mais ça va m'y amener. Ce qui est aussi intéressant sur les applications de rencontres, c'est que j'y pense euh, avec voilà, ces dispositifs qu'on peut y intégrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est on a vu l'évolution au fil des années entre, au début, le type Tinder, qui est vraiment donc, la première application qui a été lancée, qui a rencontré un grand succès, où euh, le dispositif se limitait à ce que j'ai décrit dans la présentation, des profils qui défilent, soit on like, soit on ne like pas, et si deux personnes like, la relation est nouée et les personnes peuvent discuter et décider de ce qu'il en advient. Donc au début, ça se limitait vraiment à ça. Et ce qu'on a vu au fil des années, c'est que les personnes qui conçoivent ces applications ont intégré des dispositifs comme par exemple la possibilité d'indiquer sur son profil ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche une relation sérieuse ou une rencontre passagère? Aussi des dispositifs qui permettent de nourrir notre profil, pas seulement avec des images, mais aussi avec des textes, aussi avec des liens vers d'autres éléments de notre existence virtuelle, donc des liens vers Instagram, des liens vers Spotify pour faire part de nos goûts musicaux, par exemple. Et la raison pour laquelle ça me paraît intéressant de relever tous ces nouveaux dispositifs dans le cadre qui est le nôtre, dans le cadre de l'analyse girardienne, c'est qu'il me semble que tous ces dispositifs sont précisément des tentatives de diminuer la charge de désir mimétique pur, en fait. C'est-à-dire des tentatives d'intégrer des éléments qui sont extérieurs, qui sont externes, ou qui sont étrangers à la logique pure du désir, qui était donc l'origine des applications de rencontre. Mais ce qui est intéressant, et c'est le dernier point sur ce point, c'est que ce à quoi on assiste, c'est que le fait même, par exemple, d'indiquer sur une application de rencontre qu'on recherche une relation sérieuse, ce qui, dans un premier temps, on pourrait penser que précisément ça permet voilà, de consolider, de solidifier une relation naissante si les deux personnes cherchent la même chose. On voit comment ça peut malgré tout être réintégré dans la dynamique du désir que j'ai décrite, où le fait, par exemple, d'indiquer qu'on recherche une relation sérieuse peut être perçu par l'autre comme un signe de manque d'être de la part de la personne qui indique cela. Et donc, on retrouve en fait la dynamique assez vicieuse du désir mimétique. Donc ça, c'était le premier point pour simplement peut-être apporter plus de précision sur la manière dont ces applications se développent. Et sur l'intelligence artificielle, il y a en effet des... Alors, je ne crois pas que l'intelligence artificielle... Ah si, excusez-moi, je sais qu'il y a une application qui a été créée récemment qui intègre l'intelligence artificielle. J'ai pas encore eu le temps d'étudier la chose. Dieu sait que j'ai pas envie d'utiliser la chose moi-même, mais je sais que ça existe. Mais on a aussi des témoignages de personnes qui ont comment dire, suscité pas mal d'attention dans les journaux. Les journaux aiment bien rapporter d'expérimentation de la part d'utilisateurs d'applications de rencontres qui ont conçu avec l'intelligence artificielle un profil qui répond automatiquement aux questions enfin comment dire, qui like ou qui ne like pas sur les applications et qui entame des conversations de lui-même. Donc, en effet, l'intelligence artificielle vraiment s'intègre très aisément aux applications, ce qui, à mon sens, renforce cette idée d'un roman, d'une espèce d'histoire qui s'écrit collectivement et finalement de plus en plus malgré nous. Donc, ça rejoint la problématique voilà, de l'écriture et du narratif par les applications et non pas par les individus eux-mêmes.